Bienvenue à tout le monde. Je suis un tout petit peu à l'aveuglette au niveau du sujet, mais je pense que c'est intéressant et peut-être même important de l'évoquer. Après les deux formidables interventions de Damien et de Corinne, et puis après de Christine dans un autre registre, on a toujours abordé cette question de métaprogramme. Ça me semble quand même assez important et assez intéressant, surtout maintenant de revenir peut-être à, on va dire, une forme d'orthodoxie, entre guillemets. On va revenir dans des cadres que tu dénonçais tout à l'heure, Damien. Peut-être, enfin, je ne sais pas, on verra. Ah non, il faut connaître les cadres, il faut connaître les règles pour pouvoir violer les règles. Voilà, c'est ça. Donc, je vous invite tous à Anvers, c'est ça, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Bref, je ne sais pas encore exactement comment prendre le schéma. J'ai préparé quelques slides justement pour revenir à quelque chose un peu différent. Je vais partager l'écran et je vais aller jusqu'à une certaine partie et après, je vais ouvrir l'échange sur c'est quoi pour vous ces fameux listings, cette fameuse liste. Est-ce qu'il y a une manière de les organiser plus efficace que d'autres? À voir. Ça, je vous laisse à vous de déterminer. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Je regarde maintenant si je suis bien sur mon écran partagé. Est-ce que vous voyez? Hop, mon écran a disparu, c'est bien. Où est-ce que vous êtes? Je vous ai perdu. Vous êtes là? Oui, oui, oui. Moi, je vois très bien les slides. Je voulais simplement recaser des choses parce que j'avais trouvé deux, trois éléments. Je me disais, tiens, oui, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Et ce que j'avais retrouvé, la source, c'est Michael Hall principalement, qui est un grand fouineur devant l'Éternel. Donc, ça vient de Leslie Cameron Bandler et Jean Bandler qui auraient apprécié ces métaprogrammes dans le cadre de justement l'étude de processus de changement. Et ça a été présenté la première fois, zut, je n'ai pas marqué l'année, mais je l'avais quelque part, à Chicago. Et comme élève, il y avait Anne Linden et les Andreas, du beau monde, hein, dans le public quand même. Et c'était orienté thérapie, comme c'était beaucoup le cas en ces moments-là. Il faudrait que je trouve l'année, j'ai oublié. Après, ça aurait été repris par Roger Bailey, je ne connais pas, Ross Stewart, qui n'est pas Rod Stewart, le chanteur, et qui l'aurait adapté au monde du business. Je mets toujours des Alors, conditionnels parce que dans la légende PNL, il y a beaucoup de surprises. Et puis après, ça aurait donné ce fameux lab profile avec Roger Bailey, mais ça, j'imagine que Damien en saura plus. Et encore, Roger Bellet et Stewart l'ont appliqué à la vente et j'admets Annie. Ensuite, Charlie Rose Charvet l'a développé avec son fameux Profile Lab aussi, terrain connu pour Corinne et Damien. Et ensuite, là, j'avais plus connu moi ça avec Wyatt Small qui avait écrit ce bouquin Métaprogramme en 88 et qu'il l'a intégré justement avec les profils Myers-Briggs et qu'il l'a enseigné de nouveau du beau monde à Tad James, qui voulait certifier Myers-Briggs, qui a appris les métaprogrammes, et puis après, ils ont collaboré ensemble pour créer Timeline Therapy. Je trouvais que c'était une histoire amusante, ce fil de choses. Peut-être, Damien, que tu peux ajouter quelque chose par rapport à Roger Bailey et Ross Stewart? alors, Roger Bailey, Ross Stewart, je ne connais pas. Roger Bailey, il est toujours actif. Ça a été le maître à penser de Shelley Rose Harvey qui a. Mais Roger, en fait, il travaille toujours. Il a une formation online qui est assez facile à comprendre. Il a un style très ancien. Je crois que c'est rogerbailey.com, quelque chose comme ça, son site. Il a un style qui est ancien, très didactique à l'ancienne, le vieil instit. C'est chiant parce que ça, c'est trop lent, mais c'est vraiment très, très simple. Et c'est quelqu'un qui aime la simplicité, qui simplifie tout. Il a horreur de ce qui est compliqué. Ross Young, je ne connais pas, mais par contre, Roger et Shelley se sont retrouvés à Paris et Shelley a eu à vendre, à adapter les métaprogrammes de Roger Bailey pour pouvoir les vendre à des entreprises et elle les a restructurés pour que ça soit vraiment adapté pour du business. Et c'est là où ils ont créé tous les deux la profile. Et ben, comme Roger Bailey ne parle pas du tout français, elle a pris sa petite valise, puis elle est quand même polyglotte. Elle parle ben, français, anglais, yiddish. Aujourd'hui, elle parle deux ou trois autres langues, allemand, espagnol et japonais un petit peu. Mais c'est elle qui a pris sa petite valise et qui a reformaté le truc.
Et ce qui a donné d'ailleurs son bouquin sur le lab profile, le pouvoir des mots, je crois, si je m'en rappelle, qui est exactement un copier-coller de ce qu'a fait Roger Bailey, mais simplifié pour pouvoir le vendre aux entreprises. Voilà. Ok. Et je crois que c'est 76 la date, non, 78 la date que tu cherchais. Ah, 78, ok. Ouais, 78, quoi. 78, ouais. Ok, Mais je peux la retrouver précisément, mais je crois que je l'ai dans un de mes supports. je continue parce que je trouvais que Michael Lowe a parfois des choses. Lui, il est le contraire de simpliste ou de simple. Il est plutôt compliqué qu'autre chose. Donc, il faut vraiment énormément le simplifier. Mais je trouvais quand même que ces notions-là étaient intéressantes pour recadrer un tout petit peu où on se situe. Qu'effectivement, lui, il le voit comme des cadres de pensée, de frame of mind. Et qu'en fait, un métaprogramme est en fait une généralisation de ces cadres de pensée. Et que c'est méta parce que ça pilote justement la pensée et que connaître effectivement ces cadres de pensée, bien sûr, ça nous permet de mieux comprendre comment nous fonctionnons, ça me semble assez évident. Et alors, il le voyait aussi comme l'étamogramme, comme une manière de pouvoir, justement, comment nous catégorisons, comment nous créons les structures. Donc, il le disait que c'était vraiment véritablement avant le langage, bien sûr, et comment nous catégorisons, comment nous percevons, et puis après, comment nous percevons l'info. Ce que j'avais aussi vu et repris et que je trouve intéressant, c'est qu'à partir du moment où on dit méta, ça veut dire que ça introduit inévitablement la notion de distinction. C'est comment on examine, comment on évalue cette chose qui sont ces programmes devenus métaprogrammes. C'est donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, un processus qui est au-dessus des mots, au-dessus de la création même de nos concepts quelque part, et qui permet et qui détermine effectivement les choix syntaxiques, la manière dont on s'exprime, la manière dont on donne valeur ou pas valeur, la manière de comparer en fonction de nos critères, comment nous sélectionnons, comment nous agissons, comment nous décidons et comment nous déterminons notre attitude et notre orientation en général. Ce schéma-là, je l'avais repris parce que je le trouvais quand même relativement intéressant, dans le sens qu'il vient un petit peu bousculer entre ce qui se passe dans notre neurologie par rapport à ce qui se passe dans notre pensée en termes de pattern de pensée, ces métaprogrammes. Et là, ça insiste fort, à mon sens, sur la notion de filtre ou de préparation à ce que ces patterns puissent se créer ou se formaliser, et puis bien sûr après dégénèrent, dégénèrent ou deviennent plutôt des comportements. Je regarde pour ne pas aller trop loin. C'est que je trouvais aussi intéressant cette notion de métaprogramme directeur. Ça a été évoqué dans les derniers ateliers par rapport au métaprogramme. Et je trouvais que c'était intéressant pour ne pas tomber dans le piège de cataloguer les personnes comme étant dans ce métaprogramme-là, donc c'est-à-dire une nominalisation, mais plutôt de voir que nous avons des métaprogrammes directeurs ou pilotes ou préférentiels, appelez ça comme on veut. C'est ceux qu'on utilise la plupart du temps dans notre mode d'action habituel. Par contre, ce qui est intéressant, et ça c'est ce qu'on a vu en partie avec l'atelier de Christine, dans, dans ce procédé de changement de métaprogramme, mais qui d'ailleurs pouvait être appliqué à beaucoup d'autres choses, c'est de devoir développer cette flexibilité de conscience pour pouvoir passer d'un métaprogramme à l'autre en fonction des circonstances, et que, bien sûr, on est tous d'accord avec ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais métaprogramme, c'est simplement une question de personne et de contexte. Et donc, cette flexibilité de conscience me fait penser effectivement que à partir du moment où on s'intéresse à nos métaprogrammes, on est en train de développer des métaprogrammes. On est passé à un niveau supérieur dans la manière de les apprécier. Bon, juste deux, trois choses. Maintenant, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, on commence par un aveu d'échec dès le départ. J'ai retrouvé cette citation, O'Connor et McDermott, qui disait qu'il n'y a pas de liste définitive. Donc, c'est tout cool. On n'a pas besoin de trouver la liste qui existe parce qu'elle n'existe pas. On a juste à simplement échanger autour du fait comment voyons-nous cette structuration. Alors, on pourrait la voir d'une manière purement conceptuelle pour le plaisir de réfléchir. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est plutôt de voir quelle liste peut être élaborée qui nous soit utile dans notre pratique, c'est-à-dire avec lesquelles je vais pouvoir plus facilement pêcher le métaprogramme que j'ai besoin d'identifier quand j'en ai besoin. Et pas simplement pour le plaisir de faire des listes, parce que pour faire des listes, il y en a beaucoup. Je crois que je vais en rester là par rapport à cette mini-introduction
qui a ses avantages et ses inconvénients. Et simplement, là maintenant, je voudrais faire un petit un tour d'écran, hein, on ne dit pas un tour de table, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça représente pour vous, cette idée de faire une liste ou de classifier ou d'organiser, ou comment vous l'organisez, ou est-ce que vous avez trouvé une manière d'organiser. Enfin, libre à vous, vous ouvrez votre micro et peut-être que vous levez la main, comme ça on ne va pas parler tous en même temps, mais... Alors, à partir du moment où il n'y a pas de liste, c'est pour bien démarrer, à partir du moment où il n'y a pas de liste, vous avez peut-être la liste de vos formateurs qui vous ont formé ou déformé, c'est comme on veut. Qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez les utiliser, vous en rappeler et en faire quelque chose d'intéressant? Alors, moi, juste pour provoquer un petit peu, Vas-y. pour moi, la notion de liste, c'est un non-sens. C'est pour ça qu'on a une liste qui est bien déterminée. Enfin, on en a deux même, hein. Pendant très longtemps, j'ai travaillé avec un dérivé du Lab Profile. Et puis aujourd'hui, on a une autre liste qu'on met en place. D'ailleurs, l'atelier PNL y est pour quelque chose de sauter le pas, vraiment la reformaliser. Il n'y a pas de liste. On a une application, nous, hein, qui est la sélection de personnes, la description du comportement en entreprise, l'évaluation, en gros, des personnes. Ça peut servir au coaching. Et donc, dans ce cadre très précis, en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de notre business, on n'a pas de liste. On a juste un formulaire qui nous guide pour pouvoir faire un recueil de métaprogrammes directeurs. All right. Et Corinne, t'en penses quoi, toi? Oui, bah, c'est ce que je m'apprêtais aussi à dire, c'est-à-dire que c'est qu'on a une trame et effectivement, on essaie d'identifier quels sont les métaprogrammes de la personne. Ceci, bien sûr, dans le but d'être utile et pas juste pour faire une liste et dresser un inventaire, hein, que tu dirais à l'après-vert. Ouais. Parce qu'en fait, notre liste, tu es bien d'accord avec nous qu'elle nous robotise. Donc, on perd en flexibilité. Oui, elle donne un schéma directeur, je dirais moi plutôt. Et ensuite, et bien évidemment, par rapport à ce qu'on peut percevoir, eh bien, parce que ça match, il n'y a pas une personne qui soit identique à une autre. Donc, forcément, il y a des métaprogrammes qui viennent un petit peu bousculer les premiers métaprogrammes. Donc, effectivement, ça nous permet, nous, de rentrer plus dans le détail de la personnalité de la personne qu'on a en face de nous. Mais je trouve que ça robotise quand même, parce que comme on va jusqu'à générer automatiquement les textes des rapports. Oui, bien sûr. Après, c'est le business. Si Ouais. tu étais dans un coaching, tu ne le ferais pas de cette façon-là. Là, on est très structuré, c'est un entretien structuré, donc on est bien Ouais. obligé de suivre Ouais. une ligne directrice. Peut-être pour pas que les autres soient dans le cirage par rapport à ça, si c'est OK pour toi, je peux partager l'écran et j'ai ouvert Oui, l'application ouais. et on la monte et tu la commentes. Ouais. Bah, tiens, ça m'intéresserait d'avoir tes commentaires. Alors, tu as une icône rouge et une icône verte. La verte, elle est plus proche de la profile et rouge, elle est plus proche de ce qu'on fait. Alors, Et ça peut être rigolo de connaître ton ressenti quand tu as ouvert ces deux machins-là. j'ouvre lequel d'abord et puis après je te réponds. Allez, le vert. Le vert. Ouais. Mais moi, je peux partager un écran. Oui, c'est plus facile pour toi. Ouais. Attends une seconde, alors j'arrête le partage. Normalement, c'est bon pour toi. Donc, vous l'avez là? Oui. Oui, OK. ça c'est le Lab Profile, dame, c'est pas le nôtre, hein. Ouais, c'est le Lab Profile. Je vais cliquer un peu n'importe quoi. Je vais montrer l'idée. Et puis après ça, je vais montrer l'autre. C'est parce que là, en fait, ils ont des repères qu'ils connaissent. Ouais. Ok. Ouais. Oui, je pense que c'est mieux de commencer par celui-ci. Et donc, on va dire que c'est un garçon, parce qu'on va rédiger. Le garçon, ben, il faut qu'il ait un niveau intellectuel. Par exemple, on veut que ça soit un ingénieur. Au minimum, il faut qu'il ait 4. Il a un très bon jugement. Il a un bon jugement, des bonnes capacités de jugement. Ça, c'est pas du lab profile. On le mesure par ailleurs, ça. Il est super technique, 7. Et au niveau interpersonnel, il a 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le chien du voisin qui est dans la maison. Va dehors, gros père. Allez, va dehors, s'il te plaît. Voilà. Euh, et donc, c'est quelque chose, vous allez voir, ça va apparaître, c'est des capacités de jugement. Est-ce que la personne est intelligente au niveau logique et technique ou est-ce qu'elle est intelligente au niveau interpersonnel? Dans le niveau d'activité de Shelley Rose Harvey, est-ce que la personne est proactive, réactive? Ben, nous, on a rajouté 2 choses. Elle peut être équilibrée. La personne est à la fois proactive, réactive, elle peut être passive.
Au niveau de la motivation, ça, c'est la version néo-zélandaise et australienne du Lab Profile. C'est qu'on se demande si les gens sont motivés par les gains, par le fait de se réaliser au travail ou par le fait d'avoir du lien social dans l'entreprise. Donc, c'est un ingénieur, il est équilibré, il est réalisé, il aime bien se réaliser au travail. Il est plutôt orienté s'éloigner des problèmes, mais il les traite. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui évite, c'est quelqu'un qui résout les problèmes. C'est une petite Qui différence. les identifie, qui aime les identifier pour pouvoir les résoudre. Ouais, parce que Shelley Rose Charvet, Roger Bailey, Tad James, enfin, tous ces gens-là, dans les métaprogrammes, ils disent est-ce que je vais vers ou est-ce que je m'éloigne d'eux? Mais s'éloigner d'eux, on peut éviter ce dont on veut s'éloigner ou on peut vouloir le contrôler. Ben, les ingénieurs, eux, ils contrôlent. C'est un ingénieur, s'il est très procédure, au niveau, en termes de changement, on a souvent pareil, différent. Et nous, on a quatre graduations, on va dire que c'est quelqu'un qui cherche de l'évolution. Et quand il travaille, il se base essentiellement sur son propre ressenti pour évaluer si son travail est bon. Il a une analyse qui est plutôt descendante parce que c'est un vrai ingénieur qui va du global vers le détail. Il a un type de raisonnement qui est flexible. Il n'est ni concret ni abstrait. Ça, c'est un ajout par rapport au lab profile. Il est capable de raisonner au niveau abstrait, au niveau concret. C'est un ingénieur. Là, ça, c'est du lab profile au niveau équipe. C'est quelqu'un qui travaille dans des relations de proximité, pas vraiment collaboratif. Il aime bien les relations one-to-one avec des gens qui sont plutôt des personnes de préférence. En termes de coordination dans le travail, c'est dérivé du lab profile. Il aime bien s'ajuster aux autres pour savoir qui fait quoi. Et en termes de priorité, de centre d'intérêt pour l'action, lui, ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Il se fiche des relations interpersonnelles, il se fiche de comment on fait, des règles de l'art. Lui, c'est le résultat. Et c'est un gars qui a des règles pour lui et des règles pour les autres, comme dans le lab profile. Et donc, ça va faire un bon manager selon Shelley Rose Charvet. Pour savoir comment les gens travaillent, vous avez le VACOG pour les preuves. Et pour nous, ça n'a aucune utilité. Savoir si la personne se fie à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il ressent, etc., on s'en fiche royalement. On est dans l'industrie. Et donc là, la notion de preuve, les évidences, je ne sais plus comment ça se dit en français, evidences, c'est ce que moi j'ai rappelé preuve. Ben, la personne se fie au résultat. Et on a rajouté quelque chose pour nous, la tolérance. C'est est-ce que la personne est tolérante par rapport à la diversité? Est-ce qu'elle est un peu limite ou est-ce qu'elle est intolérante? Si jamais je le mets là, intolérant, c'est carrément un gros con de raciste, sexiste, misogyne qui fait des catégories, des hiérarchies entre les mecs et les meufs, sachant que les mecs sont toujours supérieurs aux meufs, et entre les noirs et les blancs, sachant que comme c'est un ingénieur noir, ben, c'est les noirs qui sont supérieurs aux blancs. Ah, ou l'inverse, je ne sais pas. Oui, je viens de dire quelque chose de raciste. Cette dimension diversité, elle est dans aucune théorie PNL. Pour nous, c'est fondamental. Et là, clac, je génère mon texte. C'est un programme que j'essaie d'envoyer à toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail pour obtenir les documents. Et il n'y a qu'avec Christian que j'ai réussi à envoyer. J'ai pensé à utiliser WeTransfer. Et ça a marché, magique. Ça, depuis 2 jours, je sais comment je transfère ce programme. Vous retrouvez là, tout le monde, les métaprogrammes dans notre classification, enfin, à peu près ce que vous avez appris en formation? Oui, oui. On voit bien que c'est le Lab Profile. Hein. Ce programme, je voulais l'envoyer et puis je n'ai pas réussi. Donc, maintenant que je sais, ben, je vais l'envoyer à tous ceux qui m'ont envoyé un mail. En fait, j'avais fait un package, j'avais envoyé une partie sur PNList, puis l'autre partie, ben, j'avais envoyé par mail. Ça avait échoué. Je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer l'autre programme. L'autre programme, ça, c'est une version 2 et c'est celle qu'on a présentée, donc qui est plus complexe, plus abstraite, plus subtile. Et là, on va voir qu'on a également une liste, mais ça robotise bien quand même. Et je vais montrer, avant de montrer le programme, je vais montrer comment on l'alimente, avec quel type d'entretien. Donc, je quitte ça. Je vais prendre les entretiens. Et comment marche un entretien? En fait, Corinne, j'ai peut-être intérêt à prendre
pas l'entretien IOD, mais l'entretien, le Lab Profile, parce qu'il est plus simple, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, oui, pour au début, mais là, on est passé à Allez, l'autre phase, Zoom, non? d'accord. Ouais. Non, au OK, contraire, ça va faire justement bien échanger à ce propos. OK. Euh, ah oui, on ne peut pas partager avec Zoom, envoyer à tout le monde un fichier, hein. Oui, si, il y a moyen dans la zone de discussion, hein, normalement, ça marche. Ouais, envoie à tout le monde le fichier, comme ça, ils l'auront. Ça, on peut le Parce que ça faire. va peut-être être plus simple, tu vois, si jamais on discute à propos de ça. Et en fait, on a un outil, un entretien comportemental structuré, et c'est un dialogue, hein. Bonjour, ça consiste dans quoi votre travail? Mais waouh! Et comment vous vous organisez dans votre travail pour faire en sorte que tout ça, de faire tout ce que vous avez à faire? Et là, on écoute la personne. C'est exactement ce qu'on a tous appris en formation. Puis on pose une question, mais comment vous savez qu'il est temps de passer d'une tâche à une autre? Et on entend si la personne, elle est proactive, si elle est réactive, si elle attend les instructions, si c'est équilibré, si elle s'en fiche complètement, qu'elle est passive. Et en fait, on voit bien que Mais je n'ai pas partagé, là, je suis un peu con. Je suis un peu con. Tel que je l'ai fait, ce n'est pas partagé. Et là, maintenant que je clique sur OK, ça partage. Voilà, oui. Et là, vous avez le document. Et on voit bien que ça ressemble un petit peu à Shelley Rose Harvey. Par exemple, est-ce que la personne, elle est détail global ou flou? Et nous, en fait, ce niveau-là, détail global, enfin, qu'on appelle local, global, flou, il est directement sorti des styles de pensée de Sternberg. La direction du raisonnement, de l'analyse de la situation, on voit bien que ascendant, descendant, constant, aléatoire. Est-ce que la personne a un raisonnement qui va du détail vers le global, du global vers le détail? Est-ce qu'elle reste toujours au même niveau d'analyse ou est-ce qu'elle change de niveau d'analyse au fur et à mesure qu'elle explique? Aléatoire, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif, hein. Aléatoire, c'est juste que c'est variable. C'est parce que c'est un peu traduit de l'anglais et de l'espagnol. Tout ça, c'est des métaprogrammes qu'on utilise qui ressemblent un peu au Lab Profile, qui ressemblent à ce qu'on apprend en formation, mais c'est vraiment un mélange de Lab Profile et de Sternberg que j'avais expliqué. Et puis, on avance dans le dialogue et vous voyez que les questions, qu'aimez-vous dans votre travail et qu'est-ce que vous n'aimez pas, ça permet de préciser les motivations de travail. Là, on a rentré les motivations de travail de Berton, revues et corrigées par Corinne. Donc, c'est ça, quand c'est revu et corrigé par Corinne, c'est qu'on a la valeur sociétale, qui est une valeur de travail qui est importante. J'aime mon travail parce que ça a une utilité pour la société. Ça permet également de savoir si la personne recherche un changement, une progression, une évolution, ou c'est différent. Et donc, ça rejoint la profile. Mais la profile, on a pareil, différent. Et on a un entretien qui est structuré. C'est pour ça que je dis qu'on est robotisé Oui. dans notre travail. Et on n'a qu'à cocher les cases. On n'a pas la question sur la diversité, parce que pour tester la diversité, on pose des questions un peu cash dans le genre mais dis-toi, monsieur, ici, vous travaillez, là, il y a des Blancs, il y a des Kanaks, on a 27 langues Kanaks, on a autant de cultures différentes, on a des Australiens, des Français. Qu'est-ce que ça change de travailler avec des gens aussi différents? Et on écoute. Mais il n'y a pas de question prédéfinie, parce que d'abord, la question est très longue, puis qu'on l'adapte en fonction de la langue, de la culture de la personne, de Oui. quoi d'autre encore, Corinne? Bah, non, c'est ça. On essaie de coller un petit peu, lui trouver une situation qu'il a pu rencontrer, justement, pour pouvoir être à l'aise pour en parler. Ouais. Et on évite de trop mettre la tête à l'envers à la personne, parce que c'est des sujets qui les dérangent pour certains d'entre eux. Oui. Et puis, puisqu'on ça va, le type de questionnaire, vous avez vu ça en formation, j'imagine? Non. En fait, j'ai été formé par Shelley Rose Charvey. Et Shelley Rose Charvey, quand elle était avec Roger Bailey au Canada et en France, leur but, c'était de vendre la méthode aux entreprises. Et donc, la méthode était basée sur les entretiens structurés. Et on pose les mêmes questions à tout le monde dans un ordre défini. Et on a des grilles qui permettent d'analyser ce que les gens répondent. C'est pour essayer, dans un minimum de temps, de former des gens, des consultants, pour qu'ils soient capables de dérouler les métaprogrammes pour qu'ils puissent faire du profilage comportemental.
Et l'avantage de la question structurée, c'est qu'elle permet d'avoir une très, très haute réplicabilité du processus. Et donc, comme on a les mêmes questions et qu'on a les mêmes grilles d'analyse pour les réponses, si par exemple Corinne et moi, on fait le profil d'une personne, on a de grandes chances sur l'essentiel de retrouver la même chose. Et comme on retrouve la même chose, on normalise le questionnement et on normalise également l'écriture. Et l'écriture, bah, on a un M3V1. Donc là, on a la version actuelle qui est en cours de transition. Et c'est les ateliers PNListes qui m'ont décidé d'écrire ce programme parce qu'en fait, moi, à l'origine, j'écris avec mes 10 doigts. Et comme je suis un peu feignant, en fait, je préfère un programme. Et puis, pareil, donc, je veux avoir quelqu'un qui est non-genré. C'est en vous, en Belgique, vous allez supprimer dans vos... Enfin, vous, en Belgique. En Belgique, qui est un pays intelligent, c'est le cerveau de la France. Je Euh, crois que c'était la brasserie, moi, mais bon. Il y en a une, là, Charline Vanhoenacker, c'est ça qui a Ouais, ouais, découvert ouais, ça. ouais. Elle a raison. Et donc, c'est une personne non genrée. Allez, on va dire que c'est une fille. Elle travaille sur un poste de technicien. Elle a de la jugeote. Elle n'est pas super bonne au niveau logique et technique et elle est super intelligente au niveau interpersonnel. Et puis, je vais cliquer un peu n'importe quoi. Et comme précédemment, je vais pouvoir générer un profil. Et là-dedans, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Par exemple, la fonction de gouvernance ici, c'est ce qu'on avait présenté à l'atelier PNL. Est-ce que la personne, elle a des règles? Est-ce qu'elle est plutôt du genre exécutif, législatif ou judiciaire? C'est-à-dire, c'est très important dans le travail. Est-ce que la personne, elle applique les règles qu'on lui donne? Est-ce qu'elle a tendance à créer les règles pour les appliquer? Et donc, en général, elle les crée avec les autres. Ou est-ce qu'elle a une tendance à interpréter les règles pour savoir comment les appliquer? Et puis, comme on a quelque chose qui est un peu moins bête que d'habitude, on essaye aussi de mettre le nom de la personne dans le logiciel. Et on évalue Jean Valjean. Et on peut faire Éric Zemmour. Non, je ne vais pas le faire. Et on a un rapport qui est fait avec Jean Valjean, qui est plus efficace pour raisonner à partir d'éléments subjectifs ou interpersonnels qu'à partir d'éléments factuels ou objectifs. Alors, Éric Zemmour, par exemple, ça serait quelqu'un, tiens, vous le mettriez très intelligent sur le plan interpersonnel ou pas intelligent du tout? Ça dépend quand il parle avec les doigts ou avec la bouche. Je pense que c'est quelqu'un qui est très fin sur le plan interpersonnel. Et au niveau factuel, vous pensez qu'il est fin ou qu'il n'est pas fin? Factuel. Ah oui. Moi, je pense qu'il est fin au niveau factuel. Je pense qu'il a un très bon sens de la communication, un très bon sens, il évalue bien les gens, il n'a pas de problème au niveau cortical, il est bien charpenté. Mais en termes de fonction de gouvernance, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui suit les règles, qui fabrique les règles ou qui interprète les règles, ou un peu d'un ou deux ou trois profils différents? Ah ah. Hmm. Alors, que les choses soient claires, comme j'aime pas beaucoup le bonhomme, enfin, c'est un doux euphémisme. Enfin, il est à vomir, quoi. Je ne suis pas forcément objectif. Mais j'ai écouté attentivement son discours, là, qui est très bien écrit au demeurant, avec des tas de choses qui me font vomir. Et je trouve que ce monsieur, il a une très, très, très grande capacité à dire comment il faut interpréter les règles pour les appliquer, quel est le sens des règles aujourd'hui. Il n'a créé aucune règle, il n'applique pas les règles, il a juste une vision très personnelle de comment on applique les règles. Donc, il a un style qui est judiciaire.
Et l'intérêt, en fait, de cette présentation, ben, c'est qu'on a une liste qui est définitive, mais qui correspond à un guide. Et en fait, il y a des blocs, il y a des petits traits. Là, quand vous aurez l'application, vous verrez que c'est découpé en blocs. Et pour nous, ben, ces blocs, ça correspond à deux blocs énormes, les capacités de jugement, de raisonnement et de décision, d'une part, et les comportements de travail, d'autre part. Et l'application des règles, c'est réellement un comportement de travail, ce n'est pas une capacité de jugement, de raisonnement, une décision. C'est une façon de se comporter au travail. Par exemple, avec les règles, ben, Éric Zemmour, clairement, il a tendance à donner son interprétation des règles et en tant que juge, il dit, moi, j'interprète comme ceci, point barre, et c'est comme ça que ça doit se passer. C'est la bonne interprétation, c'est la mienne. Votez extrême droite. S'il y a des gens qui votent Éric Zemmour, je suis tout à fait OK avec ça. Je suis pour la diversité. Il faut qu'il y ait des gens comme Éric Zemmour pour faire grandir la gauche. Oups, pardon. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'était pas une liste définitive, qu'on était robotisé. Corinne, tu as sans doute des choses à dire, par exemple, que je ne sais pas, que quand on écrit, en fait, on est obligé, que le métaprogramme, ça ne marche pas. Donc, on passe notre temps à corriger ce que le texte raconte. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ligne directrice. Donc, effectivement, et en plus, ça nous permet de pouvoir avoir d'obtenir à peu près les mêmes résultats lorsqu'on fait un entretien, de pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, c'est ça l'intérêt. Mais effectivement, on doit réinterpréter, parce que chaque personne est une personne en elle-même. Donc, il n'y a pas un profil qui soit identique à un autre. Et après, ça nous permet, par rapport à tous ces métaprogrammes, ça nous permet aussi de faire une projection de la personne, comment est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter au monde de l'entreprise. Et quels peuvent être ses atouts, donc à développer, ou bien au contraire, qu'est-ce qu'elle aurait encore à travailler par rapport à la situation dans laquelle elle va se trouver. Je pense, par exemple, à une personne qui serait peut-être limite en termes de diversité. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir intégrer l'entreprise en question? Comment ça va se passer? Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles? Et comment est-ce qu'elle va pouvoir donc travailler tout ça? Et moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas une liste ultime. Ce dans le business, c'est bien appliqué. Par contre, pour les relations conjugales, pour la vie de famille, bof, bof. Ce serait trop beau, ça. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de liste ultime. Et avoir une liste, pour moi, ça robotise. Mais Mais ça c'est bien fiabilise. utile. Ça Pardon? fiabilise. J'ai dit ça fiabilise. Et puis, bon, ça a l'avantage d'être quelque chose de robuste. Donc, ouais, comme tu disais, qu'on peut répéter. Mais moi, je dirais que j'étais bluffé quand j'ai vu ça, ces phrases qui se construisent. J'ai trouvé ça magique. Peut-être qu'après, ça lasse, mais en tout cas, pour mon premier écho, c'était vraiment waouh, c'est chouette parce que ça raconte une histoire et ça me met en évidence qu'effectivement, les catégories, quand on se contente des noms et qu'on a tendance à un peu simplifier en oubliant, en fait, on voit que les phrases complètes donnent un sens qui a une autre saveur que simplement une case qui est cochée où on pourrait construire. Mais quand on lit ça, je dis waouh, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une liste, puisque même, ça va même plus loin que la liste, puisque les questions sont déjà pré-programmées ou prédéfinies. Ça a un énorme avantage de la standardisation et aussi, ça montre aussi l'importance que c'est orienté avec une mission particulière, avec un objectif particulier. C'est pour ça que, effectivement, très justement, j'imagine que ça ne marche pas d'une manière généralisée pour évaluer des élèves, pour évaluer en couple, pour évaluer la famille, etc., quoi. Ça, c'est Alors, vraiment une liste qui s'est construite à l'usage et sur le besoin. en revanche, avoir des questions structurées, prédéfinies, moi, je suis un fervent partisan de savoir ce qu'on va dire et savoir quelles questions on va poser. Et donc, si, par exemple, je devais appliquer ça à une cellule familiale, les métaprogrammes, j'essaierai de les garder, mais enfin, je les garderai d'ailleurs. Je réfléchirai profondément aux questions. Je referai le travail qu'on a fait Ouais. avec Corinne quand on a créé le générateur de compte rendu. Je réfléchirai aux éléments de langage et j'essaierai d'avoir des éléments de langage qui soient réellement pensés et réfléchis en amont plutôt que improvisés au fur et à mesure. Et ça, c'est pour éviter pas mal de biais de décision, de biais d'analyse, parce que quand moins l'entretien est structuré et moins il est fiable, on a l'impression qu'on est meilleur parce qu'on a l'impression de s'adapter à la personne, mais en fait, on ne s'adapte pas à la personne.
on s'adapte à nous-mêmes parce qu'on s'adapte à l'écho qu'on a à l'intérieur quand on fait l'entretien. Et donc, on ne fait que s'adapter à nous-mêmes, pas à l'autre. Ouais. Je peux te demander d'arrêter la partage d'écran, comme ça on verra C'est ce plus que en je suis en grand. train de faire. Formidable, tu vois, je t'avais vu. Je trouve que ce que Damien vient de dire est particulièrement intéressant, même interpellant. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette organisation structurée des questions? Ça, c'est vraiment, je voudrais vous entendre sur ça. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous êtes intéressé par ça? Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord du tout? Décrochez vos micros, hein. Allez-y, hein, lâchez-vous, hein. Vous ne laissez pas impressionner par Damien, hein, parce qu'il a mal dormi, c'est tout, hein. Moi j'aime bien être structurée. Enfin, j'aime bien la présentation parce que ça va amener de la structure. Parce que je ne suis pas très structurée en fait. Je fais plus au feeling. Et c'est vrai que des fois, ça me joue des tours et ça peut me perdre. Même si je retombe sur mes pattes, parce que ça, je sais faire aussi. Mais ouais, je trouve qu'avoir une structure ou une semi-structure, c'est pas mal déjà avoir des questions préparées. Parce qu'en fait, je prépare jamais mes questions, quoi. Jamais. Après, c'est toujours plus ou moins les mêmes qui reviennent, mais donc voilà, moi, ça m'intéresse de connaître un petit peu mieux les structures de ce que vous faites, parce que voilà, ça peut me permettre ouais, d'être un peu plus, d'aller un peu plus à l'essentiel et de moins me perdre des fois dans un accompagnement. Mhm. Voilà. Alors, je vous préviens, je note ceux ou celles qui ne parlent pas et je les désigne par après, hein. Bon, Le Donc, salaud. vous avez intérêt à plonger avant que je vous appelle. Soyez spontané, quoi. Oui, ben moi c'est pareil, j'ai pas de questions prédéfinies, mais là on est quand même dans un contexte d'entreprise oui. avec une demande bien précise que vous avez, vous, de votre client, de la part de votre client, qui a du coup, d'où l'intérêt d'avoir quelque chose aussi de peut-être d'homogène dans ses questionnements et ensuite d'aller à la particularité, à la singularité. Alors, moi, si j'avais une trame de questions comme ça, c'est sûr que c'est très sécurisant, mais je sais pas si on peut l'utiliser dans un cadre de coaching classique. Comment répondre? Alors, j'ai des réponses. Je vais répondre à deux niveaux. D'abord, je vais répondre à côté de la question. C'est pour ça que je vais Ouais. répondre à la question. Je fais du recueil d'informations à la demande de certains politiques parfois. Et j'utilise exactement la même méthode pour questionner des gens. Alors, mes armes, c'est Facebook, le téléphone, des choses comme ça, discuter avec des gens dans la rue. Et je veux avoir des indicateurs rapides sur des événements quand il y a quelque chose qui se passe au niveau social. Il y a des gens qui savent que je peux leur donner des renseignements rapidement sur des évolutions, parce que j'ai une formation en fait en anthropologie. Et donc, le travail de terrain, c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'utilise aussi des questions structurées. Mhm. Parce qu'en tant qu'anthropologue, euh, même si c'est pour étudier la culture des tarots dans les chants traditionnels faits par des vieilles, ici, au fin fond d'une tribu, dans la chaîne centrale, j'utilise des questions structurées. Et que je fasse une enquête sur la culture du tarot et la réintroduction de la taraudière, des terrasses irriguées, les superbes terrasses les rizières, nous, on a pareil pour cultiver les tarots, c'est les tubercules. J'utilise une méthode structurée. Donc ça, je réponds à côté de la question. Mais j'utilise cette méthode structurée parce que je sais qu'elle apporte des résultats qui sont prédictifs. Et donc là, on a un effet de répétition, pareil. Et donc, ça permet de fiabiliser. Mais quand je fais mon coaching, j'essaye de savoir dans quel état d'esprit est la personne. Et moi, j'ai envie de te poser une question. Quand tu fais ton coaching, tu te vois là en train de faire ton coaching? Oui, Comment ouais. sais-tu, quand tu es en plein milieu de ce coaching, alors que tu as toutes ces choses à voir, à penser, à percevoir, comment tu sais, quand tu es en plein milieu de ce coaching-là, comment tu sais que tu es en train de faire un bon travail, un travail de qualité? Ne réponds pas.
Cette question-là, avec l'intonation, je l'ai posée hier en formation. Et en formation, il y avait des gens que j'ai formés, il y avait quelqu'un que j'avais évalué. Mais s'il y avait eu quelqu'un que j'avais coaché, par exemple toi, parce qu'on a commencé le coaching là maintenant, Oui. les personnes auraient entendu la même question, avec les mêmes intonations, avec les mêmes patterns d'hypnose conversationnelle. Oui, oui. Corinne, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Oui, bah, c'est tout à fait ça, au niveau de coaching. Moi, j'ai eu fait un coaching justement orienté professionnel. Donc bah, là, ça prenait vraiment tout son sens là aussi. Et puis, en parallèle, j'ai coaché notamment ma fille. Et j'ai utilisé les mêmes questions pour justement avoir cette trame et ce profil. Et on rebondit exactement sur les mêmes questions, effectivement. Donc, c'est notre grille de lecture. Donc, ça nous permet de déterminer vers où on va orienter la personne, comment on va pouvoir accompagner la personne. Alors après ça, je confesse quand même que j'ai une formation scientifique et une formation d'informaticien. Et j'avoue avoir lourdement influencé les méthodes de travail de Corinne. Ah, complètement, oui. Elle sourit encore, c'est bon signe quand même. Et je suis là aussi ce soir. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, et je montrerai un tout petit peu les quelques classifications, c'est que pour aller un peu à contresens quelque part, c'est que effectivement, quand il n'y a pas de destination connue à part l'objectif du coaché qui va évoluer d'une certaine manière, euh, moi, ce qui me semble utile pour moi, en tout cas, c'est quand j'ai mes grandes rubriques du style, OK, les métaprogrammes d'entrée, les métaprogrammes par rapport au temps ou par rapport au traitement ou par rapport aux émotions, enfin n'importe. Euh, je suis un grand adepte de ce qu'on appelle l'écran blanc ou l'Android, je ne sais pas comment on appelle ça dans les écoles, c'est-à-dire je vis l'expérience qu'on m'explique, qu'on me présente à l'intérieur et j'ai des ressentis par rapport, là il me manque quelque chose. Là, c'est bizarre parce que moi, je vois ça et manifestement, la personne ne voit pas ça ou ne perçoit pas ça ou ne distingue pas ça. Et donc, c'est une sorte de cadre constant. C'est marrant qu'elle me parle de ça et elle ne me parle pas d'autre chose. Et là, ça m'attire dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent ou c'est uniquement ponctuel? Si c'est ponctuel, c'est même pas un métaprogramme, c'est une mauvaise stratégie. Basta, c'est tout. Par contre, si c'est quelque chose qui reviendra dans la conversation régulièrement, je dis, tiens, c'est marrant parce qu'au niveau de la perception, il y a quelque chose qui manque ou qui est en trop ou qui est inadapté. Et à ce moment-là, je retombe sur les classifications pour dire, tiens, c'est marrant, elle ne semble pas voir tant qu'on ne lui a pas dit, ou elle ne semble pas entendre tant qu'elle n'a pas vu. Enfin, n'importe quoi dans ce sens-là, quoi. C'est très, très juste, Christian. C'est pour ça que ce travail qui est très, très, très normé, celui-là précisément, ce métaprogramme, on le fait en amont de l'entretien. Et après ça, au début de l'entretien, pardon, et après ça, on a une deuxième partie d'entretien qui est également structurée. Mais pendant cette deuxième partie de l'entretien structuré, on valide ce qu'on a eu en première partie de l'entretien. Donc, c'est-à-dire que l'entretien qui est orienté compétences, dans le cas de l'évaluation, ou qui peut être orienté ressenti humain, dans le cadre d'une enquête de terrain anthropologique, ou qui peut être orienté, exactement comme tu dis là, dans le cadre d'un coaching, la deuxième partie de l'entretien va servir à valider ou pas, ou invalider la première partie de l'entretien. Parce que oui, les métaprogrammes dépendent des circonstances, dépendent de l'environnement, des personnes, de l'état d'esprit, de l'état d'humeur. Dans le cadre d'un coaching, la personne va venir pour quelque chose de spécifique. L'exemple typique, c'est je réussis partout, sauf sur un point précis où j'échoue. Ça veut dire que les stratégies, elles marchent, mais que dans là où la personne, elle échoue, les stratégies ne marchent pas. Est-ce que c'est la même stratégie qui échoue parce que le contexte ne s'y prête pas? Est-ce qu'il fait autre chose? Et ainsi de suite. Est-ce qu'il se fait un nœud au cerveau? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est cognitif? Est-ce que ça relève de l'habitude? Est-ce que ça relève du simple fait que les outils sont mal choisis? On n'en sait strictement rien dans le coaching. L'idée, c'est qu'après ça, ça va donner un certain nombre de briques qui vont permettre d'ouvrir l'espace à la personne. Et comme tu dis, là, on va peut-être pouvoir l'amener à explorer une zone d'ombre.
puis peut-être qu'on va se tromper, qu'en fait, on a mal interprété en début d'entretien, puis que ce n'est pas du tout une zone d'ombre, c'est une zone de lumière. Et peut-être que la zone d'ombre, c'est ce dont il a parlé dans un premier temps. Et là, il faut lâcher les chevaux et il faut les laisser courir parce qu'il n'y a pas de problème. Un cheval qui ne court pas, c'est un cheval qui ne fait rien. Et donc, il faut laisser vivre sa vie, quoi. Et là, il faut lâcher les watts. Yes. Allez, quelqu'un d'autre, j'ai les noms. Pas d'impression, pas de questionnement? Tout est clair ou tout est confus? Moi, je rajouterais que l'avantage d'avoir justement cette trame bien structurée, je parle un peu de mes débuts, c'est que ça m'a permis de ne pas projeter sur l'autre mes propres métaprogrammes, de mettre des limites. Et parfois, je me suis dit, quand j'ai coaché, je me suis dit peut-être que c'est moi qui projette des choses sur la personne. Donc, ça m'a permis de redevenir à une position plus neutre. Mhm. S'il n'y a pas d'autres commentaires maintenant, je vais partager l'écran. Je vais vous montrer deux classifications que j'ai trouvées. Je vous donnerai les sources et voir ce que vous pensez de ce genre d'organisation. Là, et je vais terminer avec ça par rapport à Damien. C'est moi ce qui m'a bluffé aussi dans le bouquin de Shelley Rose Charvet. C'est effectivement ces questions qui sont super bien aiguisées. Elles sont vraiment très... Et ça, je trouve que c'est hyper puissant, quoi. Ça vaut vraiment la peine. C'est une manière de concrétiser un terme abstrait qui est, OK, s'éloigner d'eux, aux références internes. Et puis, on a une question tellement concrète que là, ça ne peut pas passer à travers, quoi. Ça, je trouve, c'est génial. Je partage l'écran, je vous montre, je ne sais pas où est l'écran, ça va être celui-là, à moins que c'est celui-là. Oui, mais c'est encore mieux si je partage carrément l'écran complet. Vous voyez mon écran? Oui. Alors, vous voyez tout l'écran, même si je bouge la fenêtre, hein. Donc ça, c'est extrait du guide du maître praticien de Louis Fèvre, Chantal Servet et Gustavo Soto, où là, on voit effectivement une certaine classification avec le classique filtre d'entrée, processus de traitement, priorité, contenu. Je veux dire que j'ai les relus très, très tard. Avec l'ensemble des caractéristiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de schéma? C'est le genre de schéma qu'on a en formation, hein, qu'on a eu en formation. Utile, pas utile? Non. Enfin, présenter comme ça, non. Là, moi, j'ai retravaillé un petit peu dessus pour une personne en formation. Je les ai mis sous forme de carte mentale et ça m'a donné plus, ça m'a permis de mieux les revoir et les structurer. Ouais. Chaque fois que je vois un tableau comme ça Mal de tête. Ça ne me parle pas personnellement, voilà, dans mon système à moi, quoi. Alors, on va continuer dans le au moins aussi complexe, quoique, enfin, à vous de faire votre opinion. Ça, c'est Cudicio, Catherine Cudicio. C'est plus joli sur un plan graphique, mais est-ce que vous savez en faire quelque chose? Moi, Tu n'as pas franchement, partagé, Catherine. Ça n'a pas. quoi? On a toujours le même tableau, Christian. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai partagé? Ça bouge pas? Non. Ça bouge pas? Non. Arrêtez de partager. Je recommence. Désolé. Moi, je trouvais que je voyais bien. C'est déjà con en Zoom pour ça. Qu'est-ce que vous voyez là maintenant? Ouais, ça marche. Ça marche? Ça, c'est Catherine Cudicio. Donc déjà plus graphique, mais quand même, bon, vous voyez, traitement de l'information, soit autre, action, le fameux glacier qui devient un plat, je ne sais plus quoi. C'est quoi l'acronyme que vous... Le gâteau, c'est ça? Galio. Galio, le Galio. Réponse comportementale, représentation, dimension, fractionnement, et puis on descend, accord, désaccord. Ce bouquin-là, je l'ai relu au moins 20 fois, je crois, avant de faire ma formation de PNListe. Je trouvais que c'était génial, mais hyper complexe. Il faut s'arrêter après 3 paragraphes, mais il y avait beaucoup. En fait, elle a été battue par Michael Hall après, hein, parce que Michael Hall est quand même encore plus complexe qu'elle, je pense. Est-ce que ça, ce genre de schéma,
Quoi? Vas-y. L'avantage de Michael Hall, c'est que c'est logique. Ouais. Mais par contre, Michael Hall, il en distingue combien? Je regarde Beaucoup en trop. vitesse. Il en distingue une. Oh, je regarde. Ah, voilà, les voilà. 23, 24, 33, 34, 44, 51. Il a 51 métaprogrammes différents. Allez-y pour travailler avec ça. Bon, pas de réaction particulière. Alors, je vais vous montrer quand même, parce que son auteur ou son autrice est présente dans la salle virtuelle. Je trouve qu'il est tellement joli. Ah, Ça va plaire à Michel, j'imagine. ouais. Donc, c'est Caroline qui est là dans un des carrés, là, quelque part. Mm. Je- au départ, je dis waouh, et puis après, je dis mais c'est intéressant. Il y a toujours cette notion de filtrage, cette notion de choses, mais comme on disait tout à l'heure, effectivement, il manque probablement un peu les questions. J'ai ajouté le glacier parce que moi, le passil, Caroline, Ah oui, j'arrive pas à le faire. Moi, c'est glacier. Bon, à vous de voir. Mais je trouve que c'est intéressant. Effectivement, on peut discuter sur l'opérationnalité par rapport aux questions prédéfinies ou pas. Par contre, dans une démarche, je dirais, plus intuitive, OK, si tiens, je vois quelque chose au niveau filtrage, je peux facilement retomber sur mes pattes par rapport à ce genre de choses. Et je trouve qu'en plus, il est joli, surtout le verre de vin. en fait, je pense que c'est très lié finalement aussi à nos propres métaprogrammes, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir l'image qui m'arrive en tête pour le détecter. Donc, j'ai besoin d'avoir cette forêt ou cet arbre, des ciseaux qui découpent pour le découpage. C'est ça qui va me permettre de simplifier l'information et de la comprendre comme le verre. J'ai besoin du verre de vin sur le dessin. Sur le dessin. Sur Alors, le dessin. il y a un truc qui est quand même bien intelligent là-dedans. C'est dans la stratégie d'évaluation de faire un carré à 8 cases entre accord, désaccord, absence, présence, similitude, différence. Le fait de les combiner comme ça, de cette manière-là, parce qu'on les combine souvent, mais là, ils sont combinés, ça forme une molécule qui est tout à fait intéressante, ça a du sens, parce que ça permet de rendre les choses très... deux contextes différents ne vont pas donner lieu au même métaprogramme. La nature du stimulus, la nature du critère, la nature de la relation va changer et ça permet d'être vraiment fin et ça permet de lutter contre la tentation de mettre des gens dans des boîtes parce que ça oblige à réfléchir un petit peu. Donc, ce type d'approche-là, je le trouve vraiment sympa. Ça permet, en fait, en 3 petites cases, ça remplace complètement, enfin presque complètement, parce qu'évidemment, la méthode structurée pour nous, c'est la meilleure du monde, mais ça donne une vision simple, synthétique, analogique, qui permet de très rapidement construire la bonne molécule en termes de stratégie d'évaluation en fonction des contextes. Donc ça, j'aime vraiment bien. Et puis les modalités aussi pour se motiver, ça fait une bonne, comme là aussi c'est présenté ensemble, ça fait une bonne molécule. Et le fait de l'avoir, une représentation plus visuelle alourdirait. Donc c'est un bon choix de ne pas être très visuel sur ces deux blocs, mais ça permet aux consultants, aux coachs, à la personne aidante, de rapidement se composer des bonnes molécules en fonction des différentes situations qui sont énoncées par la personne. Ça, j'aime vraiment bien. Mhm. Commentaire? Hélène? Et blanc. Et Vlan. En fait, moi, je suis en observatrice ce soir parce que j'ai terminé le praticien et je vais faire le maître praticien en 2022. Donc, les métaprogrammes, dans le cadre de la formation, j'en ai vu une dizaine. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'entraîne à tenter de les repérer dans le cadre de mon travail, en tout cas, pour l'instant. Après, je retrouve plein de choses, donc c'est vraiment intéressant. Après, vous allez
très loin et ça, je verrai ça plus tard. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Là où je partage, c'est qu'effectivement, moi, je trouve que pour avoir découvert du coup le score il n'y a pas longtemps, on fonctionne encore avec les questions très précises et je trouve que ça permet d'aller vraiment loin en fait. Quand dans notre tête, en fait, on est très structuré aussi sur l'entretien et enfin, voilà, je trouve que ça permet d'être vraiment pointu et d'amener l'autre vraiment là où il est lui et pas sur soi, quoi. Voilà ce que je Mhm. partageais ce Merci. soir. Ceci dit, même pour aller encore prolonger par rapport à ce que tu expliquais un peu, Damien, quand tu regardes simplement l'évaluation ou le traitement, on appelle ça comme on veut, par rapport au VACO, on a plein de sous-modalités de métaprogrammes pour trouver quelque chose un petit peu original. Il y aurait quelqu'un qui va être visuel, va être plus global probablement que quelqu'un d'auditif qui pourrait avoir tendance à être plus séquentiel de par la nature même du processus auditif, quoi. Donc, parce que moi, je disais justement, moi, j'aime bien avoir une image globale, par exemple, et ça ne va pas m'empêcher de descendre dans le détail. Et je dis, tiens, je ne le vois pas, mais je dis, si, je le vois parce que j'ai besoin de cette image globale. Et à partir de là, je vais pouvoir, OK, travailler sur absence-présence ou le découpage aussi, hein. Tiens, le découpage, tu l'as quelque part, Caroline, non? Le découpage? Oui, global spécifique, c'est ça Ah oui, il est ou... là, oui, dans la perception. Dans la perception. Et c'est marrant aussi que, d'ailleurs, Michael Hall le fait aussi dans ses innombrables métaprogrammes. Il y a le même métaprogramme qui va revenir plusieurs fois. Par exemple, il a un métaprogramme, je ne sais plus, par rapport aux procédures, ou je ne me souviens plus exactement quoi, qui est en filtre d'entrée, mais aussi dans tout ce qui est interaction sociale, justement, par rapport aux gens. Il reprend le même métaprogramme, mais il donne un autre sens par rapport à ça. D'où l'importance d'avoir des questions qui véritablement concrétisent la signification que le métaprogramme peut avoir, quel que soit le nom qu'il trouve, ça n'a pas d'importance. Direction. Donc, en tout cas, moi, je peux simplement vous remercier de ce partage parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir encore une autre vision des métaprogrammes que pour ma part, je connais, mais qui sont toujours pour moi un véritable casse-tête. Donc, merci à ceux qui l'ont partagé. Cette version-là, pour moi, elle est très visuelle et de fait, je trouve que pédagogiquement, elle est vraiment intéressante. Quant aux questions structurées que nous a proposées Damien, je trouve que c'est passionnant et que ça donne envie de réfléchir aussi sur la partie thérapie et voilà, à des modèles peut-être adaptés et aussi aux applications qu'on doit en trouver parce que dans ces méthodes qui sont vraiment, on va dire, plutôt orientées recrutement et entreprise, on sait très bien ce qu'on veut chercher. Dans la partie thérapie, c'est plus, je dirais, plus complexe et plus vaste peut-être. En tout cas, merci pour ces partages. Il y en a encore qu'on va parler. Mais pour répondre à Magali par rapport à ça, je trouve que c'est justement, on n'a pas toujours des espaces où on peut se poser des questions, si on ne peut même pas générer un peu de confusion qui va nous stimuler à aller un peu plus loin. Je dirais, dans une formation classique, et je suppose que Damien va pas, sauf peut-être Damien quand même va peut-être me contredire, mais on est plutôt dans le sens de dire, amener les grands classiques, les grandes structures, et après débrouillez-vous. Et puis après, on remarque qu'en fait, on ne se débrouille pas. C'est-à-dire qu'on est après lâché dans la nature et il faut trouver ses propres solutions avec très peu de possibilités de pouvoir justement questionner, interpeller et se poser des questions, justement. Ça me semble assez manqué, surtout quand même, je me souviens quand j'avais fini la formation, on se voyait entre nous, entre personnes formées dans le même moule. Et en fait, on était forcément d'accord. D'accord. Par contre, c'est à partir du moment où on rencontre des écoles différentes ou des styles différents qu'on se dit, mais non d'une pipe, c'est quand même vachement interpellant et peut-être que je devais mettre ça en évidence plutôt qu'autre chose. Ça, je trouve que c'est un peu un avantage de ce genre d'échange, même si on n'a pas de résultat final définitif, on a quand même quelque chose qui émerge d'une Ah manière ou oui, d'une autre. ça donne envie de continuer, quoi, en tout cas.
Oui, sauf qu'Hélène s'est déjà désinscrite pendant le séminaire. Là, pendant l'atelier, elle vient de se désinscrire de Maître Pratt. Elle dit, c'est un truc de tordu, cette histoire. Je laisse tomber. Il y avait une formatrice en Nouvelle-Zélande. Elle nous expliquait pas les métaprogrammes. Ça s'appliquerait bien aux métaprogrammes aussi. Elle nous expliquait, comment ça se dit, slate of mouth, Christian, en français? Mais les tours de passe-langue, moi je traduis. C'est le tour de Ok. passe-passe, mais avec les mots, quoi. Slate of mode de Dils, hein, c'est... Mais il Oui, y a pas de traduction, c'est tour de passe-passe, mais adapté à la langue, quoi. C'est un jeu ok. de mots, hein. Ouais. Donc, je ne sais pas le traduire. Et donc, elle nous expliquait ça et à un moment, elle dit, ouais, c'est vraiment such a big block, un si gros morceau. Mais je vais vous raconter une histoire. En fait, elle est très courte. C'est une devinette. Est-ce que vous savez comment on mange un éléphant? Un morceau après l'autre. One bite at a time. Exactement. Une bouchée à la fois. Et moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit un truc pas con. Il m'a dit, tu sais comment on apprend à marcher? Ben oui, en marchant. Le droit à Ouais, l'erreur. ouais. Ces deux femmes qui ont un esprit très, très, très simple. Yolia Korosheva, c'est quelqu'un qui est super intelligent, mais elle a une tendance à simplifier et elle dit ah ouais, j'avais étudié le modèle Resolve avec mon conjoint Richard, mais le problème, c'est que moi, j'ai un tout petit cerveau, like a nutshell, comme une coquille de noix. Et donc, il fallait que je simplifie. Et c'est quelqu'un qui simplifie. Et elle prend des modèles hyper complexes. Et elle prend deux, trois, quatre trucs qui l'intéressent. Puis après ça, elle le fait pratiquement tous les jours. Donc, elle est capable de faire des choses extrêmement complexes. Mais elle part toujours de choses très, très, très simples. Et je suis sûr que Corinne, tu seras d'accord avec moi pour dire que les explications de Yulia, elles sont quand même vachement plus simples que celles de Richard. Oui, clairement. D'ailleurs, on voit bien, quand tu expliques quelque chose, c'est toujours plus simple que quand moi j'explique. Et pour apprendre les métaprogrammes, c'est vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Et pas se demander si on les sait. On fait un chemin, c'est un pas à la fois, hein. Et un chemin de 1000 li, disent bien les Chinois, il faut toujours faire un premier pas. Et donc, il suffit de poser des questions pour identifier un métaprogramme, puis quand on en maîtrise un, c'est en faire deux, en faire trois, en faire quatre. Et je pense que les formateurs qui enseignent les métaprogrammes ou les sleight of mouth, ils ont un gros problème, c'est qu'ils ne nous invitent pas à en faire un, puis deux, puis trois, puis quatre. J'étais formé par Shelley Rose Harvey. Et Shelley, ce qu'elle nous fait, c'est vraiment one bite at a time. Oui, c'est vrai que, mais de nouveau, là, il y a un métaprogramme, hein, je pense, Damien. Je pense que parfois, bon, c'est intéressant d'avoir une vision globale et puis après de faire des exercices. Par contre, au niveau de l'entraînement, tu as mille fois raison. Je pense que c'est une question de dire, tiens, voilà, aujourd'hui, je vais me fixer sur le métaprogramme un tel et je vais essayer de le détecter dans toutes les conversations possibles et des choses pareilles. Et puis après, je passe à un autre, puis à un autre. Et puis progressivement, moi, je pense, je suis toujours très intéressé de voir quelle construction mentale je peux faire qui va faire que ces pièces vont constituer quelque chose d'homogène dans la diversité, plutôt que des petites checklists individuelles et isolées, quoi. Après ça, Et il y a les shortlists. Une shortlist, il faut se demander qu'est-ce qu'on met dans la shortlist. Et là, la ouais, liste ultime, ça peut être une shortlist. Et moi, ouais, ma shortlist, c'est un métaprogramme. lequel? C'est est-ce qu'on va vers l'objectif? Est-ce qu'on évite le problème ou est-ce qu'on le traite? Donc, voilà, c'est mon métaprogramme de base. Il n'y en a qu'un. Et quand j'en ai qu'un seul à traiter, c'est ça. Le deuxième que je mets, c'est est-ce que je veux travailler seul ou avec les autres? Donc, est-ce que je suis individualiste? Est-ce que je suis autonome et que je peux travailler en proximité avec d'autres? Est-ce que je suis collaboratif ou est-ce que je suis coopératif? Et dans quel cadre? Le troisième métaprogramme, ça va être le tri sur les critères d'analyse des situations, et ainsi de suite. Et ma shortlist, c'est d'abord vers quoi je veux aller ou de quoi je veux m'éloigner, comment je le maîtrise.
Et est-ce que je le fais seul ou avec les autres? Mais avant de savoir si je le fais seul ou avec les autres, il faut savoir quelle est la structure de mon activité, aller vers, m'éloigner d'eux ou éviter, enfin, maîtriser le problème ou éviter le problème. Et donc, il y a un ordre qui est logique. Et en fait, l'ordre de l'entretien n'est pas l'ordre logique pour moi. C'est ma priorité des priorités. C'est la personne, qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie et comment elle le fait. Et avec qui. Elisabeth est restée bouche bée. Si je peux me permettre de compléter un petit peu la représentation des métaprogrammes tels que je l'ai appris avec mon centre de formation, hein, qui est issu de la PNL humaniste d'Hélène Roubex. Je ne sais pas si certains connaissent. En tout cas, pour moi, peut-être qu'on l'a appris, c'est plutôt, ça nous sert d'outil en tant que plan de traitement pour obtenir, après le maître praticien avec des modules complémentaires, le certificat européen de psychopraticien. Donc là, je ne l'ai pas en format PDF, mais je ne sais pas si vous allez voir voilà, la roue des métaprogrammes. On l'appelle la roue des métaprogrammes. Elle est comme ça. Donc, pour certains métaprogrammes, on a un protocole avec des questions. Voilà, c'est ça qui nous sert de base d'accompagnement auprès des personnes. Ça va au-delà du coaching, puisqu'on accompagne après en psychothérapie pour les personnes qui en désirent, en font la demande. Voilà. Tu peux donner un petit exemple concret, juste pour une partie qu'on voit un peu plus concrètement? Non? Oui. J'ai reçu pour la première fois, en tout cas, une personne il n'y a pas longtemps. Et pour certaines personnes, en tout cas, certains métaprogrammes sont évidents. Et pour d'autres, il y a plein de métaprogrammes qui viennent se juxtaposer, mais en tout cas, dans ce qu'elle exprimait, c'est une personne qui a 26 ans et elle est venue me voir parce qu'elle se pose beaucoup de questions dans sa vie professionnelle. Et puis, elle a introjecté beaucoup de choses depuis son enfance par rapport à ce que les autres ont pu lui dire tout au long de sa vie, au point où elle se posait la question si elle allait peut-être faire une démarche de travailleur handicapé. Voilà. Donc là, pour moi, ça me paraissait évident que son cadre de référence était orienté externe. Donc, à partir de ce moment-là, dans mon centre de formation, on a un protocole par rapport à ce cadre de référence, pour travailler ce cadre de référence. Voilà, qu'il soit interne ou externe, mais pour cette personne que j'ai commencé à accompagner, dès la première séance, en tout cas, pour cette personne-là, ce que j'ai vu en premier, qui était flagrant, c'était ça à travailler en premier. Voilà, elle se définissait comme une personne handicapée, ou avec un handicap, mais plutôt une personne handicapée. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Voilà, mais je n'aurais pas envie de me fier à une machine pour pouvoir accompagner des personnes. Voilà, pour moi, le lien dans un coaching ou dans une psychothérapie,
je le travaille aussi avec mes propres filtres et puis je les améliore au fur et à mesure de mon expérience. Ça fait 3 ans que j'ai commencé et c'est vrai que effectivement, intégrer les métaprogrammes, ça demande du temps de l'exercice en accompagnant les personnes, hein. C'est pour ça que j'ai désiré participer à cet atelier parce que effectivement, c'est pas si évident que ça. Mhm. Voilà. Moi, en tout cas, ça me fait penser au sujet que j'avais commencé à préparer pour un prochain atelier, parce que plusieurs en avaient exprimé l'envie ou le souhait. On va travailler sur le décodage de stratégie. On va revenir vraiment au B à bas, tel qu'on le voit en formation. Pour ceux pour qui c'est frais, c'est tant mieux. Et je pense que les métaprogrammes viennent y jouer un rôle considérable. Déjà dans les différentes étapes, si on regarde déjà simplement le fameux VACO, etc., pour les étapes sensorielles, mais aussi par rapport aux tests, par rapport à l'évaluation, ou en fin de compte, comment, si on prend le TOT classique, déjà le trigger, enfin le déclencheur, je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit le TOT en anglais, mais en français, mais le T, c'est le T de déclencheur. Je ne sais pas comment déjà l'influence des métaprogrammes est absolument significative parce qu'on peut passer à côté du déclencheur et la stratégie ne démarre pas. De même façon que ça me semble aussi particulièrement important, c'est que la phase de test, le dernier T, est particulièrement essentiel. S'il me faut 10 vérifications ou une seule vérification, si je vérifie en moi ou si je vais trouver la vérification à l'extérieur, ça me paraît justement quelque chose de particulièrement intéressant de les combiner. Non? Qu'est-ce qu'ils sont calmes. Ouais. Gilbert, il n'a rien dit. Hein? Oui, bah, je vais dire quelque chose. Donc, moi, j'ai pas le même niveau expert que beaucoup d'entre vous. Moi, je suis praticien. Mais en tout cas, ce que je peux dire comme sensation, c'est vrai que l'exercice de trouver, on va dire, de cibler un métaprogramme et de s'exercer à le retrouver au quotidien autour de soi, je trouve l'idée assez intéressante, en tout cas à développer en termes de stratégie d'apprentissage et donc d'ouverture. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que je vais prendre en compte pour développer un peu plus ça. Après, c'est vrai que je suis un peu comme Caroline, où moi, je suis plus dans le coaching, on va dire, individuel. Et je pense que peut-être qu'il est plus facile quand on a un document comme Adamien ou un programme ciblé plus pro, de pouvoir l'utiliser sur, on va dire, un coaching individuel, que inversement, quand on se trouve dans l'individuel et se dire qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme document déjà comme partie de travail pour aller après être dans la précision. Je pense que la démarche, elle est peut-être un peu plus compliquée dans ce sens-là. Moi, je fonctionne plus un peu, on va dire, un peu au feeling aussi. Je dis pas que c'est mieux ou pas qu'un programme, hein. Je pense que les deux peuvent être intéressants. Si j'avais un programme écrit comme l'a proposé tout à l'heure Damien en visuel ou celui de Caroline, s'en servir, voir un peu, on va dire 5-10 minutes avant, quelles pourraient être un peu les choses à se remémorer. Oui, un peu comme un pense-bête, on va dire, de mémoire. Et après, utiliser ou pas. Après, c'est à chacun de voir. Mais en tout cas, je trouve en tout cas les démarches hyper intéressantes. Et ce qui a été fait comme partage, en tout cas, merci à ceux qui ont créé des documents et qui les ont partagés. C'est d'autant plus intéressant, en tout cas, de voir un peu ce qui existe. Et après, c'est à chacun de trouver sa petite formule, on va dire, sa petite formule magique avec la question, ou bien la question belge, je pose la question à côté, ou je pose la question voilà, plus précise. Mais en tout cas, tout est intéressant, je trouve. Moi, ce qui me paraît peut-être intéressant à souligner, c'est que j'aurais pas envie qu'on reste sur cette impression que c'est d'un côté un programme informatique, de l'autre côté c'est l'intuition, parce qu'en fait,
derrière le programme, en fait, n'est jamais que la formalisation d'un ensemble de questions. J'imagine que Corinne et Damien, vous allez le confirmer, sur base, et simplement, c'est la production du texte qui est automatisée. Donc, le Voilà, reste, c'est ça. c'est l'outil de questionnement. Donc, c'est simplement Oui. une solution élégante pour ne pas écrire tout le temps la même chose, quoi, quelque part. Par contre, ce qui me paraît important, et moi, c'est vraiment l'image, la métaphore de la question pertinente vue comme un outil Oui. de précision qui permet véritablement d'éliminer les doutes et les ambiguïtés dans les questions et dans les réponses. Et bon, je n'ai pas l'expérience de Damien et Corinne par rapport à ça, mais j'ai le bouquin de Shelley Rose Charvet. Déjà rien que dans son petit bouquin, il n'est pas grand, hein, son bouquin, il est vraiment il est léger, mais il y a ces questions-là. Quand j'ai vu ces questions-là pour la première fois, je dis, waouh, ça c'est génial, parce que avant que j'arrive à pondre une question comme ça, et en plus pour tous les métaprogrammes, bonjour, quoi. Elle s'est fatiguée à le faire avant nous, je n'ai pas fait la formation avec elle, mais déjà rien que les questions, je trouve que c'est très interpellant au niveau de la précision de notre manière d'appréhender chacun des métaprogrammes. Et je pense qu'il y a un continuum entre la question générique, intuitif, là je sens qu'il y a une référence externe ou un éloigné d'eux, etc., que la plupart des gens la plupart d'entre nous, on va réussir à faire, et entre les questions hyper ciblées, avec un objectif hyper déterminé, dans un milieu hyper déterminé, en fait, il y a quand même le curseur et il est vaste, quoi. Et je retiens, moi, que dans la démarche intuitive, juste à côté de la démarche intuitive, il y a ces outils de questionnement qui permettent simplement, ça libère la parole de la personne et ça la révèle, en fait, dans son exécution des métaprogrammes. Et ça, je pense que c'est essentiel à garder de ça. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est vrai que la démarche que Damien a présentée et qui pratique avec Corinne a l'air un peu très, très loin, mais c'est parce qu'elle est hyper pointue, hyper spécialisée par rapport à un besoin et un objectif caractéristique. Mais ça recèle un tas de... Et ces questionnements, c'est vrai que c'est pas confortable. Moi, je suis pas du tout, je suis plutôt option que procédure. Alors, quand je verrai une liste de questions que je dois poser, ça m'énerve. Oui, donc ça, c'est clair, quoi. Mais voilà, quoi. Damien, la parole à la défense. En fait, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment construire une question? Oui, oui. Ah oui, oui, tout nous intéresse. Corinne, explique comment Isabelle et toi, vous m'avez cassé les choses de la vie pour trouver une question. Ben, écoute, c'est surtout l'analyse du besoin, parce qu'il y a une demande au départ, et des fois le client n'a pas forcément une bonne vision, il pressent un petit peu, il y a quelque chose qui le chagrine, et donc il pose ses questions. Et le fait d'avoir ces questions justement bien structurées, bien ciblées, ça permet d'affiner et de trouver le besoin qui est derrière la demande qui est formulée par notre client. Donc, comme Damien est très très fort aussi il a un sens critique très poussé, donc ça lui permet aussi lui d'aller questionner. Il entend quelque chose et c'est Tu as pour lui fait d'aller comment pour questionner les trouver choses. ton... Il y a quelle masse de travail? Comment tu t'es organisé? Dis-moi, tu avais une question. La question, c'était quoi? C'était trouver les motivations des gens à travailler dans cette fichue boîte, c'est ça? Ouais. Et comment tu t'y es pris pour proposer un modèle, travailler, trouver des informations? Parce que ce n'est pas tombé du ciel, ça. Ça t'a pris combien de mois? De temps? Ouf. Ouf. En plus, on était dans un temps restreint puisqu'il fallait quand même aller vite, hein. On a été bousculé par l'environnement, par les conditions. En fait, Corinne, elle a été piocher la biblio. Elle a été chercher des dizaines d'articles scientifiques différents. Oui. Comme elle n'est pas super bonne en anglais, elle en a lu moins en anglais qu'en français. C'est ça, hein? Oui. Ça lui a pris plusieurs semaines de recherche bibliographique. Ça lui a demandé d'expérimenter sur le terrain, de passer des questionnaires, de faire des entretiens, je crois, 11 entretiens, c'est ça? Oui. 11 entretiens structurés, de modéliser en fait 3 typologies différentes de comportements par rapport aux motivations de travail, de discuter avec sa cliente Isabelle, que Isabelle dise oui, maintenant il faudrait opérationnaliser ça pour qu'on puisse le mettre dans l'entretien annuel d'évaluation sous une forme conversationnelle. Isabelle a également demandé qu'elle puisse le faire à la volée dans les relations de travail, dans une conversation sympathique.
Les deux femmes, elles m'ont chargé, elles ont dit, ah ben toi, tu n'as rien à faire, tu vas trouver les questions. Ça m'a obligé à faire peut-être une trentaine de tests successifs sur 5 générations de questions, de réfléchir avec Corinne, de réfléchir avec Isabelle, d'avoir un déjeuner au restaurant qui était absolument somptueux dans un restaurant à Nouméa, où j'adorais que chacun et chacune d'entre vous m'invitiez, n'est-ce pas Christian, quand vous viendrez. Et le processus, en fait, il a duré 3 mois pour une question, en gros. Oui. Avec surtout ce travail de recherche scientifique. Le travail de recherche en amont, oui, voilà, pour effectivement répondre aux besoins d'Isabelle. Donc, ce qu'elle n'a pas fait, par exemple, il y avait des travaux en espagnol, ça c'est moi qui ai lu, mais regardez des verbatim comment ça s'appelle, des transcriptions mot à mot d'entretiens que des chercheurs ont pu faire, les analyses qu'ont pu faire les chercheurs, comment ils l'ont raccroché à des modèles, soit de psychologie sociale, soit de business, enfin de management, de synthétiser tout ça. Voilà. Et après ça, le cahier des charges, il est très simple. Il faut que la question, elle soit intuitive et que quand on écoute, ça nous monte au cerveau de manière intuitive et que ça soit totalement naturel. C'est-à-dire qu'il y a un énorme travail en amont. Vous voyez un iPhone, moi, j'en ai pas un parce que smartphone, damn user. Right? Mais donc, moi, j'ai un dumb phone parce que je suis un smart user. Mais un iPhone, quand je vois Corinne sur son iPhone, tout est intuitif. Mais il y a un travail de recherche énorme derrière. Ils ont bossé des années pour faire un iPhone. Ben, c'est un peu la même chose qu'on essaye de faire, toute proportion gardée, parce que je ne fais pas un truc génial et intuitif avec Corinne. On n'arrive pas à... Enfin, je dis je, parce que là, c'est moi qui ai finalisé la question de Corinne. Mais quand on bosse, on essaye, on a un cadre qui est un peu rigide, mais il y a un travail de biblio qui est énorme en amont. Oui. En fait, toutes les semaines, enfin, tous les jours, je passe 1 à 2 heures de bibliographie. Le travail, il est important, mais le but, c'est quand même que ça soit intuitif, d'une part, donc humain, et d'autre part, que ça repose sur des bases scientifiques. Voilà. Ça, c'est le grand écart. Et sur le fait qu'on bosse d'une manière super structurée, qu'on se fait chier avec des bases de données. Au départ, c'était très difficile pour moi parce que je rejoins un petit peu Christian quand il disait que une liste de questions comme ça, moi j'ai envie, d'ailleurs plusieurs fois tu m'as recadré, où tu as envie de suivre ton intuition et te dire non, je vais là. Parfois c'est bien parce que ça donne un éclairage et ça permet de bousculer quand on a quelqu'un comme toi qui est très structuré. Donc tu as bien vu, des fois je te dis des choses, tu dis et puis après on prend le temps du recul, on regarde les choses et comment ça matche l'un avec l'autre. Et ça permet d'élargir l'éclairage qu'on peut avoir. En tout cas, cette démarche a le mérite de souligner le fait que peut-être il y a une légère déficience dans le monde PNL, peut-être PNL orienté thérapie, PNL orienté coaching par rapport à ce genre de mesures, de tests et de rassemblement de nombre de questions pour arriver à quelque chose qui pourrait peut-être aussi... Parce que quand on regarde ce qui est produit, c'est uniquement des résultats de séminaires ou des choses pareilles, mais il n'y a pas véritablement, parce que ce n'est pas porteur, peut-être bien dans le monde de la thérapie, mais en tout cas dans le monde de la PNL au sens strict, cette démarche serait plus que bienvenue, je dirais. On pourrait faire la même chose dans une dimension coaching, par exemple, ou thérapie, ou n'importe. Et s'il y avait ça, ce serait quand même intéressant. Pour ce qui est de la thérapie, par exemple, en PNL, on voit le schéma aller vers, s'éloigner d'eux. Et nous, dans le business, on a aller vers, maîtriser ou éviter. Éviter. Et en fait, en thérapie, Corinne est en train de bosser sur la thérapie des schémas de Jung actuellement, parce que c'est le moment. Et elle découvre qu'en fait, il y a par rapport au comportement, on peut aller vers un comportement, se soumettre en fait au comportement. On peut l'éviter, ne pas aller vers le comportement, ou bien le contrer, c'est-à-dire le maîtriser. C'est exactement le même métaprogramme que celui qu'on utilise. Et donc là, Corinne, elle est en train de lire le bouquin d'un mec super qui s'appelle Stéphane Ruzinek, qui est un Lillois, qui est un très, très bon chercheur en psychologie, en thérapie, en fait. C'est quelqu'un qui fait la psychologie comportementale cognitive et il bosse sur la thérapie des schémas de Jung. Voici le livre en question. J'ai déjà vu ça. C'est Ruzinek qui s'appelle. Stéphane, ouais. C'est un mec super génial. Il m'a toujours scotché. Il tourne super vite. C'est un des meilleurs Français, en fait.
Et puis en plus, il est agréable, il est gentil, il est disponible, il est sympa. Enfin, c'est un gars, tu le regardes, tu es jaloux, quoi. Et c'est assez facile à comprendre parce que malgré que ce soit quand même très pointu, il n'y a pas de vocabulaire très, enfin, qui ne soit pas forcément accessible. Donc, c'est assez facile à comprendre. Et Stéphane, en fait, c'est un gars qui utilise des entretiens structurés, des grilles d'analyse qui sont structurées. Tu dois commencer à repérer les métaprogrammes. Oui. Parce que la dernière fois, Oui. tu en as utilisé un. Le Ah mec bon? qui contrait le comportement. Au lieu de se soumettre, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait un truc, tu l'as utilisé Ah ouais? il n'y a pas longtemps et tu commences à te l'approprier et c'est vraiment de la thérapie. Ben, oui, ben moi j'aime bien justement, ça, je trouve que ça nous apporte un éclairage encore différent et ça complète ce qu'on a déjà vu ensemble. Et Cool, là, intéressant. Je suis désolé, mais on va ouais. devoir interrompre parce que chez nous, il est tard. Hein. Oh oui, Et c'est important qu'on respecte un temps soit peu parce que nous allons tous vaquer à nos occupations. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je pense qu'on n'a pas fait le chemin que j'imaginais, mais je n'imaginais rien, en fait, donc c'est normal. Et par contre, on a eu des intéressantes questions et matière à réflexion. Je me demande d'ailleurs si le groupe, on ne lancerait pas tous les jours un métaprogramme à faire attention, tu vois. Mhm. Ce serait cool, quoi, hein, avec des feedbacks dans les commentaires. Est-ce qu'on est arrivé ou pas? On les prendrait tous un peu à la volée, mais pourquoi pas? On ne sait jamais. Un dernier mot qui vous pousse, qui vous presse? Non, mais en tout cas, c'est super, Damien Green, ça ouvre des nouvelles perspectives par rapport à ce qu'on fait et enfin ce que je fais et c'est top. Super. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci à vous. Cool. merci. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de Ouais, merci à soirée, tous. Ouais. une bonne journée pour les autres. Merci. Bye Bonne bye, nuit à à tout le bientôt. monde. Ciao, Au ciao. revoir. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée, merci. Bonne nuit et bonne journée. Bonne